Regardez-moi les prévisions météo annoncées prochainement. Et rien que le taux d'humidité effroyable dans l'air, quand bien même on arriverait à protéger de la pluie ces plantes. Alors c'est pour ça qu'en fin de vidéo, au moment de faire le tour du jardin, on va parler un petit peu des maladies. Mildiou et alternarios parce que, comment dire, il y a beaucoup de gens qui confondent les apparitions des symptômes sur le feuillage. Quand c'est de l'alternarios, les gens se disent ça y est, c'est du mildiou, alors que c'est pas encore ça. Mais là, de toute façon, c'est imminent, je pense. Et puis l'oïdium, puis aussi le botrytis, c'est la moisissure, une moisissure noire un peu poudreuse que vous avez déjà dû constater souvent à l'automne. Et ça, celle-ci, ça me fait un petit peu peur, c'est pour les têtes de tournesol qui sont en train de maturer leurs graines et puis qui vont être constamment détrempées et humides. Alors j'espère que il va pas y avoir des problèmes vraiment dans tous les sens avec toutes les cultures parce qu'on a un temps d'automne. Donc avec les pathologies d'automne, quand je vois les températures, là il fait 15 degrés. Donc bon, on fait avec, mais ça va être, ça va être compliqué. Là, ça va repartir comme en 2021. Là, on a eu première partie de saison comme en 2022. Et puis là, on est parti comme en 2021, carrément. Pendant que j'y pense, pour casser une idée reçue tout de suite, c'est pas le fait que le soleil tape sur les fruits des tomates qui va les faire mûrir, c'est l'éthylène qui est dégagé. Ces tomates-là étaient à peine oranges, les 3 premières, et toutes les autres étaient vertes. Alors celle-ci, elle va peut-être mûrir plus difficilement parce qu'elle n'a peut-être pas atteint sa taille adulte. Et en fait, en mûrissant, la tomate elle-même dégage de l'éthylène et favorise le mûrissement des copines d'à côté. Donc en fait, une fois que le processus est lancé de mûrissement, l'éthylène dégagé par les fruits en phase de mûrissement encourage aussi les autres à mûrir. Mais le problème, c'est ça. Bon, l'éthylène, ça va se dégager plus facilement quand il y a de la chaleur. Donc souvent soleil, chaleur, c'est associé, c'est pour ça, mais c'est pas le fait que le soleil tape forcément directement, c'est la chaleur ambiante. Et puis, on dit souvent mettre des bananes, des pommes, etc. pour accélérer le mûrissement de certains fruits, c'est pas forcément que la tomate. Et donc là, même en intérieur, même sans soleil, vous pouvez constater que les tomates continuent de mûrir. Donc c'est pour ça que couper le feuillage, etc., en espérant que le soleil, en tapant dessus, ça va favoriser le mûrissement, c'est vraiment des idées reçues. Parce qu'en intérieur, on constate des mûrissements automatiques, même sans lumière. Donc même si on va les recouvrir dans un sac, où on va les mettre avec des bananes, des pommes, etc., on verra que ça mûrit quand même. Donc c'est vraiment une idée reçue, c'est pas la peine de faire en sorte que le soleil tape sur les tomates. Bon là en ce moment je pense que ça va être un peu compliqué. Si vous habitez dans un secteur où avec des conditions climatiques similaires à ce que j'ai, ça va être compliqué de toute façon d'avoir du soleil, mais bon. Donc voilà, c'est l'éthylène. Puis si vous ne me croyez pas, vous cherchez mûrissement tomate, éthylène, puis vous verrez. Ça n'a rien à voir avec le soleil qui tape directement sur les fruits. Je sais plus si j'avais montré mes poireaux. Donc ça, c'est des poireaux de 40 ans, c'est le semi en barquette pour les repiquer plus tard. Puis là, c'est mes fameux choux qui ont été complètement bouffés à chenilles, là, qui repoussent un petit peu ici. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, là, on peut constater que la plante se régénère quand même. Mais bon, là, c'est sûr qu'après une attaque pareille, c'est un petit peu compliqué. Je peux même pas les mettre dehors parce que comme il pleut tout le temps, les barquettes après vont être vraiment trop saturées en eau. Donc ils restent à l'abri ici sous ma petite lumière LED et puis on verra bien. Bonjour. Hop. Oh là là, on est endormi, Oh oui. Alors? Bon, la ponte, c'est toujours pareil. 1 ou 2 œufs par jour, c'est tout. Donc là, ça fait quand même plusieurs semaines que le taux de protéines est augmenté. Donc on verra bien, de toute façon, si je suis pour faire un changement de reproducteur. Je verrai peut-être durant l'hiver. Bon, le problème, c'est que l'hiver, pour trouver des œufs fécondés, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, on verra ça plus tard. Il y a tout un tas d'autres choses à gérer, donc la situation restera comme ça encore un moment. Et puis, si c'est vraiment parce qu'elles ont fini leur... comment dire, si les femelles ont fini leur phase la plus productive en œuf, de toute façon ça se confirmera si la situation perdure. Et puis c'est comme c'est. On va pas se prendre la tête, sinon tout le monde va bien. Les problèmes qu'il y a pu y avoir avec les fortes chaleurs et le temps orageux, etc., ça s'est pas représenté. Donc c'est bien ça le principal. Ça y est, les épis se forment vraiment partout, mais bon, ça on y reviendra après. On parlera du jardin après. D'ailleurs, j'ai pris le trépied pour vous filmer 2-3 trucs, comme les graines de salade. Si vous voulez en récupérer, pour vous montrer un peu comment ça se présente. Je pose mon trépied là, ce sera pour tout à l'heure. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas trop. Puis on va ouvrir les copains. Coucou. Allez.
Alors lui là, il s'était sauvé, c'était lundi. Je l'ai retrouvé de l'autre côté, côté poule. Il longeait le grillage parce qu'il a dû escalader dans les sapins. Pourtant, il est assez haut, hein, le grillage ici. Et puis, il a fallu récupérer monsieur à l'épuisette. C'était tout un drame pour le choper. Ouais. Mais il n'a pas retenté l'expérience. Je pense qu'il était un peu traumatisé de se retrouver comme ça, coincé de l'autre côté. Il a une belle taille celui-là. Hein. Et costaud pépère. Bah, les petits, les plus jeunes là, ceux qui ont 3 semaines et demie de moins que les autres, bah, c'est les moins sauvages. Donc lui, vraiment le problème a été retourné dans tous les sens. C'est potentiellement non pas le fils de Chéri, mais le fils de Pimousse pour ceux qui l'ont connu. J'ai calculé un peu les dates. Oui, je vais te laisser passer, sinon tu vas pas vouloir passer. J'ai calculé un peu les dates par rapport au moment où j'avais récolté les œufs, mis en couveuse et tout. Ça peut correspondre. Le peu de poulettes que Pimousse avait coché, donc lui, je l'avais vu cocher. Je ne sais plus si c'était Susu, donc la petite croisée Sussex, ou bien Nimbus, la mini poule. Ce que je ne le prenais pas forcément sur le fait, c'est que j'entendais des poules crier. D'un seul coup, j'arrivais et puis je voyais qu'il partait en courant et que la poule se secouait. Donc je pense qu'il arrivait quand même à faire quelques cochages. Mais je ne me rappelle plus si c'était Susu ou Nimbus. Donc ce serait ça serait Pimousse, puis la mère Susu ou Nimbus. Parce que c'est vrai que là, les similitudes, je dis, c'est quand même assez incroyable. Je dis, ça doit quand même être le petit Pimousse, puis je pense que c'est ça. Coucou la biche. Bah alors ma puce. Ma puce qui a des poux, déjà. J'ai mis du produit, mais en fait, c'est le stade œuf. Et j'aimerais bien vous montrer. Tu viens ? Et je pense que le produit, voilà, ça agira sur les larves quand les œufs auront éclos, mais sur le stade de œuf, je suis pas sûre. C'était le produit que j'ai, enfin ce qui me reste à base de plantes. Tu viens mon bébé ? Alors oui, je vais t'embêter, hein. Je vais t'embêter. Oui. Je sais pas si vous verrez, c'est à la base de ces plumes là. Attends, bah ouais, mais j'ai qu'une main, alors c'est un peu compliqué cette histoire. Oui, je sais, oh là je t'embête. Vous voyez, il y a des petits œufs blancs. Mais le produit il n'agira pas sur les œufs malheureusement. Comme la plupart des antiparasitaires, enfin à moins d'avoir des antiparasitaires super costauds, c'est comme pour les puces. Bon, les puces ils ont carrément 4 stades de développement. C'est œufs, larves, chrysalides. Et après les chrysalides qui peuvent rester en dormance pendant 2 ans, éclosent. Donc par exemple pour les puces, on a du mal à agir sur le stade œuf et sur le stade chrysalide. Donc là je suppose que c'est pareil pour les poux. Il n'y a pas forcément le stade chrysalide pour les poux, mais le stade œuf, c'est compliqué. Il faut attendre que les œufs éclosent pour tuer les poux qui vont éclore. Donc de toute façon, quand j'avais eu Calinette et puis Gloussette, les 2 poules rousses de réforme, qui étaient blindées de poux malophages, ça c'est des poux malophages. Je pense que ça, dès le début, ça a infesté tous les parcours. Les oiseaux sauvages en sont blindés. Une fois, on a été au zoo Peridaisa, c'était l'année dernière, fin septembre. Il y avait un oiseau qui s'était retrouvé coincé dans la maison, qu'on a finalement réussi à l'attraper pour le mettre dehors. Je voyais les poux malophages qui grouillaient. Un petit oiseau, alors je suis pas super douée pour les espèces d'oiseaux sauvages, mais bon, je pourrais pas vous dire ce que c'était, mais je voyais déjà les poux qui grouillaient de partout. Donc faut pas se leurrer, avec les oiseaux sauvages, ils en amènent plein dans le parcours. Bah alors, combat de coq ? Sinon, il n'y a pas eu d'événement particulier à signaler. Ah oui, c'est juste au passage, parce qu'on entend beaucoup dire « Ah, il n'y a rien qui pousse au pied des sapins, parce que J'en avais déjà parlé un petit peu, parce que c'est acide, machin. Bon, ça, je suis pas du tout persuadée de ça, puisque un sol... c'est dur de changer le pH naturel d'un sol, enfin bon bref. Là vous voyez la démarcation. Pourtant il a plu. Là j'ai pas relevé le pluviomètre. Je l'ai vidé hier matin, on était à 33 mm. Enfin on était même au-dessus des graduations, mais du coup j'ai calculé un petit peu ce qui était au-dessus. Donc ça faisait à peu près 33 mm depuis dimanche. Et là c'est relativement sec en dessous, malgré des fortes pluies. Donc c'est pour ça. C'est en fait le manque de lumière de par le feuillage et le fait que la terre reste souvent sèche. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose qui pousse sous les sapins. C'est surtout ça, une histoire vraiment de paramètres d'eau
et de lumière, plus que le fait que ce serait éventuellement un sol acide, etc. Ça, c'est aussi des choses qu'on entend souvent et qui, à mon sens, ne sont pas du tout vraies. Mais dis donc, t'es pas sauvage du tout? T'es pas sauvage, mon bébé? Ouh là là, oui. Bon, il vient souvent proche de moi. Puis regardez, celui-là, c'est marrant, c'est la tache noire au niveau de son bec. Si monsieur, ouais, t'es toujours aussi sauvage, toi, hein. Ça promet, hein, futur coup nu. Ah, j'aurais voulu vous le montrer, c'est vrai que c'est marrant sa tache noire sur le bec, mais alors lui, il est un petit peu sauvageon. Ah, vous voyez un peu? Sa tache noire sur le bec. Bon, là, il a compris que j'en avais après lui, alors c'est la débandade. Mais c'est marrant, je trouve. Bon, allez, on va ouvrir les miss. Il y avait un petit hérisson que je voyais tous les soirs. Il y a même une fois, il ne m'avait pas vu. Je m'étais juste tenue droite sans bouger. Il passait près de moi. Sauf que quand j'ai cru démarrer la caméra, en fait, je ne l'ai pas démarré. Puis au moment où j'ai cru arrêter de filmer, bah, c'est seulement que je commence à filmer. Vous voyez le genre. Donc du coup, il n'y a pas d'image. Mais le problème, c'est que cette semaine, on a vu un hérisson mort écrasé sur la route. Vraiment très près hein, de la maison. Et j'ai peur que ce soit lui. Alors, si je le revois, je vous le dis. Mais là, je sais pas. Depuis ce jour-là, je ne l'ai pas revu comme par hasard, ce petit. Et sinon, tous les soirs, nos routes se croisaient. Alors des fois, je sursautais parce que il me faisait peur. Enfin, on se faisait peur mutuellement. Et du coup, c'est dommage. Et en fait, je sais plus si c'était mardi ou mercredi matin, je pars au boulot, puis je vois un hérisson en boule au milieu de la route. Alors je me suis dit, pourvu qu'il soit toujours en vie, parce que on voyait pas de sang, on voyait rien du tout. Je me suis dit, j'espère qu'il est en vie, qu'il s'est juste mis en boule momentanément. Ben non, en fait, il était mort. Parce que ma mère était venue dans la journée, bon, c'est le hasard, et puis elle a fait une petite marche à pied, puis elle a vu le hérisson. Alors par rapport à l'heure où elle est passée, je dis, bon, bah écoute, c'est qu'il est mort, hein, parce que depuis le temps, il serait reparti. Puis elle a vu des voitures qui ont fait exprès de rouler dessus. Alors que dans le doute, franchement, quand vous voyez un hérisson comme ça, il peut toujours être vivant. S'il est simplement en boule et qu'il est manifestement pas écrasé, en cas de doute, vous roulez pas dessus. Eh ben non, les gens sont tellement débiles qu'ils ont fait exprès de rouler dessus, alors comme ça, on est tranquille. Enfin bref, ça montre juste la cruauté des gens au quotidien, quoi. Vous venez ? Ah oui, ça vous plaît maintenant. Hein. Et venez manger. Allez, on y va. Hop, hop. Bah oui, ma canette. Ah, chérie a envie de chanter ce matin, je le sens. Ça fait 2 fois dans la semaine, y compris hier soir, que Monsieur Chéri retente de dormir au-dessus du toit du poulailler. Il a dû se dire, il fait froid, il fait du vent, dormons à la belle étoile. On va pas essayer de comprendre la logique. Donc du coup, il n'a pas de chance, parce que dans ces cas, je le chope, puis je lui mets de l'anti-poux, notamment au niveau du cou, hein, parce que bon, j'ai regardé vraiment de très près, vu que j'ai vu un tout petit dépôt blanc à la base des plumes manquantes, je me suis dit, bon, ça doit être les poux. Hein. De toute façon, voilà, les poules c'est pareil, hein, ça doit être les poux en plus de Chéri qu'il ait des plumes, mais bon. Sur le dos, en tout cas, ça se voit pas les grappes d'œufs, mais bon, je vois que ça comme explication. Après, c'est vrai que ça correspond. Hein. Celles que je vois le plus souvent dans le bac à poussière ont l'air quand même d'avoir un plus beau plumage que les autres. Et je peux pas non plus les forcer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que Paillette, souvent, hein, c'est la première le matin à vouloir pondre. Oh, bah je vois un... Est-ce que c'est un œuf que je vois là-bas? Je vais aller voir ça. Eh ben bingo. D'accord, ok, normal. Aïe, aïe, aïe. Avec le vent, il y a tous les copeaux qui s'envolent, là. Puis le problème, c'est que là, quand il pleut, toutes les poules viennent se réfugier ici. Forcément, elles font des crottes. Non mais, vas-y, tu peux pondre, hein. Je ne suis pas là pour t'embêter. Non, non, non. Elle tente toujours, hein. Elle entend la porte du garage, ça y est. Je rappelle, c'est pour boire le jus des graines fermentées. D'ailleurs, Bella, la noire et blanche, cette semaine, elle a voulu grimper sur le bord du seau blanc, du petit seau blanc. Donc lui, il était en fin de fermentation. Avant que je le ratruche. Donc du coup, il n'y avait plus assez de poids pour
Pour l'équilibre, elle m'a renversé le seau. Alors c'était le chantier dans le garage, j'ai dû nettoyer tout ça. J'étais super contente le matin, mais bon. Alors qu'elles ont de quoi faire au niveau graines fermentées, mais non, je sais pas. Elles aiment bien aller à la source au niveau des seaux. Puis boire le jus, bon comme d'habitude. Ah ouais, il y a un petit coq qui chante. Bon, c'est peut-être le petit Pimousse. Salut les biches. Regardez, Susu, elle, c'est la reine. Susu, c'est la reine du bain de poussière. Puis bah le plumage, nickel. Gloussette, plumage nickel, je la vois moins souvent faire des bains de poussière, mais je suppose que c'est ça l'explication. Nina, elle s'en sort bien aussi, niveau plumage. Canette aussi. Bon, Canette, elle est pas souvent cochée non plus, mais bon. Mais par exemple, Gloussette, elle est souvent cochée, puis voilà. Et pas autant embêtée. Alors je me dis, c'est peut-être comme les gens qui ont une tête à poux. Bah, les poules, ça doit être pareil. Hein. Je pense qu'il y en a qui doivent un peu plus attirer les parasites que d'autres. J'essaie de trouver des explications, mais bon. Ça ne correspond pas forcément aux âges de toute façon. Puisque Phoebe et Paige, elles sont plus vieilles que ceux de l'année dernière. Et puis, elles n'ont pas les plus belles plumes qui soient. Mais Paige, elle est en train de refaire son plumage. Donc c'est la grise là, que vous voyez de dos. Elle est en train de refaire ses plumes. Je l'avais suspecté la semaine dernière, mais là ça se confirme. Parce qu'il y a des endroits, ça lui fait des lignes de plumes d'une couleur un peu différente. Donc elle est en train de leur refaire son plumage, elle s'étoffe un petit peu. Enfin là, vu le temps qu'on a, je pense que les poules se croient en automne. Hein. C'est pas impossible qu'elles essaient de nous faire un changement de plume d'automne. Bon bah voilà. Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle, il n'y a pas eu de problème particulier, tant mieux. À part le petit poulet qui s'était sauvé dans l'enclos ici. Puis alors les poules et le coq, personne n'a manifesté d'agressivité à son encontre. Si j'avais entendu des cris ou des mouvements spécifiques, ça m'aurait peut-être alarmé. C'est là par hasard où je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et puis voilà, à part Chérie aussi qui essaie de redormir sur le toit du poulailler. Pas de soucis. Bon, allez, on va faire un petit tour du jardin. J'espère que le vent va nous laisser un petit peu de répit. Il y a quand même 2-3 trucs à dire parce que là, les pathologies au potager, ça va être bien là. Hein. On va voir les problèmes du mois de fin septembre, début octobre. On va déjà les avoir maintenant. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit point parce que j'en parle jamais. Bon, après, j'ai des pots. Des pots avec des plantes décoratives, j'en parle pas trop, mais là surtout, il faut regarder quand même comment ça a poussé. Pour ceux qui se souviennent, je les avais plantés à l'automne, alors je sais plus exactement le mois. Donc des petits buissons de graminées bleues, je sais plus le nom, bon c'est un peu à la mode, c'est assez connu maintenant. Et puis les lavandes, mais les lavandes, je sais pas, c'était des pots d'un diamètre comme ça. C'est vraiment des tout petits pots, des toutes petites touffes. Ils ont bien poussé, et même là dans la période de sécheresse, ils sont quand même bien débrouillés. Puis là... Là, niveau taille, je dirais 5 fois plus grand hein, pour les lavandes que ce que j'ai mis. Puis 3 fois plus pour les petits buissons bleus. Et donc ouais, c'est pour ça que c'est bien de les mettre à l'automne. Comme ça, ils ont profité un peu des pluies hivernales pour s'enraciner. Ce qui a fait qu'ils ont pu résister à la période de sécheresse qu'on a eu jusque-là. Bon, là, maintenant, l'eau n'est plus un problème en ce moment. Donc, voilà, c'était juste pour montrer l'évolution. Bon, les tomates, hein, vu les circonstances, je ne sais pas si on aura une production avant le drame des maladies. Mais voilà, là, franchement, manque de chaleur et tout, c'est compliqué. Là, ces roses de Berne, c'était une sorte de bouture suite à un pied cassé. Là, c'est... De toute façon, ces cornus-là, c'est... Voilà, c'est juste pour cette année. C'était un pied que j'avais acheté. Ça, c'était une bouture que j'avais faite. C'est pas la peine. Donc ça, c'est des pousses spontanées très tardives d'ailleurs de tomates cerises. Alors peut-être qu'elles vont avoir une chance de produire avant le drame. Mais vous voyez, les pieds qui poussent spontanément comme ça, ils ont quand même une couleur bien verte. Et cornichons du Mexique, j'en avais pas parlé depuis un petit moment. Alors, comment dire, à quoi ça ressemble? Parce que ça dépend. Je sais pas si les fleurs à chaque fois étaient bien fécondées. On voit des petits bébés comme ça. Mais après, c'est comme les courgettes, tout ça, il faut que ce soit fécondé hein, pour que ça continue de grossir, sinon ils vont tomber. Et là, on peut pas dire qu'on voit beaucoup de pollinisateurs en ce moment, vu le temps, mais on verra bien. Parce que j'ai des pieds de tomates cerises qui poussent toujours au même endroit. Ici.
Là, ils sont apparus un peu plus tardivement cette année. Il y en avait qui avaient commencé à pousser. Puis après, je les ai plus retrouvés parce qu'il y a un oiseau qui était venu gratter, mais tous les ans, il y en a ici. Donc ça, t'as rien à faire là, toi. Donc on verra bien, hein. Mais je sais pas s'ils auront vraiment le temps de produire avant qu'il y ait des maladies, etc. Ça, vous voyez, la plante s'est débarrassée de son feuillage malade. Ça, c'est de l'alternariose qui est souvent confondu avec du mildiou. Et en fait, la plante, elle a un mécanisme de défense où elle coupe l'irrigation de ses feuilles pour les faire tomber, pour s'en débarrasser. Parce qu'alternariose, ça peut arriver au niveau des fruits. Ça monte, et puis il va y avoir des taches noires au niveau du port d'attache de la tomate. Donc ça peut être pénible, mais les plantes arrivent quand même à lutter un petit peu, alors que le mildiou, c'est quand même beaucoup plus fatal et beaucoup plus rapidement. Mais il y a des cas très flagrants d'alternariose, ça fait 3 semaines là-bas, je vous le montrerai après. Donc voilà, j'espère que mes pyrrhoses vont réussir à maturer avant le drame. Rose de Berne, j'aimerais quand même, hein, pour avoir des graines, au moins ça, parce que c'est la première fois cette année. Ici, je pense qu'on n'est pas loin du cul noir, de la nécrose apicale, parce que des fois ça commence juste par des petits points de décoloration, mais j'en avais déjà retiré une qui avait le cul noir. Je sais pas, bon, de toute façon c'est pas... C'est vraiment pas tip top ce pied de... d'Andine cornue là. Donc le cul noir, vous allez voir, j'ai un pied de romaine strié. Toutes les tomates ont le cul noir. C'est un problème de circulation du calcium. Et non pas forcément un problème de manque, ça peut. Et souvent c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau, donc pas assez de sève, pas assez d'irrigation de la sève jusqu'aux fruits, parce que les fruits c'est les derniers à être approvisionnés en sève et en calcium. Et forcément le cul du fruit encore plus. C'est pour ça que c'est souvent les variétés allongées, à part Marmande. Marmande, c'est un peu la championne du cul noir sur les variétés rondes. C'est beaucoup les variétés allongées parce que le calcium a encore plus de mal à arriver au bout des fruits et des variétés allongées. Et quand il y a trop d'eau, c'est pareil, les racines sont un peu étouffées par l'excès d'eau. Problème aussi du coup de sève et de circulation de la sève. Et le calcium n'est pas acheminé. Donc la meilleure solution, c'est de trouver des variétés qui sont pas ou peu sensibles. Ou alors pour une même variété, il y a des gens parfois qui essaient de travailler un peu la souche pour sélectionner que les tomates qui manifestent moins ce problème-là. Mais ça peut être aussi sur les poivrons. Alors je fais des poivrons longs des Landes, mais j'ai jamais eu le problème jusqu'alors. Pourtant ils sont très longs, mais ça peut toucher le poivron. Et la physalis, j'aimerais aussi en avoir cette année. Des physalis. Ouais, ça, celui-là, c'est le pied que j'ai acheté. Ça, ces trois-là, c'est des miens. Ça, c'était semis de cette année, ces deux-là. Celui-là, c'était un vieux de l'an dernier qui était reparti de la base que j'avais fait hiverner. Et celui-là, celui que j'ai acheté, voilà. Donc j'espère aussi, physalis, l'an dernier, je m'étais pris mal. J'aurais aimé au moins en avoir aussi. Mais c'est pareil, hein, c'est la même famille. C'est la même famille que tomates, pommes de terre, etc. Donc on peut avoir les mêmes soucis en même temps. On verra. C'est vrai que je serai un peu dégoûtée que tout rate. Bon, on va se mettre sur trépied. C'est pour regarder les salades qui montent en graines, voir comment ça se présente. Petite poche de graines, j'aimerais en prendre une pas trop petite pour que ça se voie mieux. Bon, c'est quand même petit. En fait, vous ouvrez ça et vous voyez les graines qui sont dedans. Si le vent ne me les envole pas, hein. Vous voyez, les graines sont dedans. Donc je le mets ici. Donc c'est dans les nombreuses petites boules, une fois que ça a fini de faire des fleurs. Au début, c'est encore un peu vert, hein, des boules. Puis après, quand elles sont bien noires, c'est là où on peut les récolter. Alors, je vous dis pas, bon épluchage, hein. C'est assez drôle, hein. C'est vrai que on n'y pense pas toujours. Bon, après, nous, c'est parce qu'on n'a pas des machines vraiment pour le faire. Mais quand on voit des sachets de salade et tout, souvent, il y en a pas mal. C'est pas comme quand vous achetez un sachet de graines de tomates. Il y en a beaucoup dans un sachet. C'est comme les carottes. Alors qu'en fait, si vous voulez reproduire ces graines-là, c'est une vraie misère à décortiquer, à éplucher. La mâche, par contre, je trouve ça beaucoup plus simple. Bon, c'est pas de la même famille, hein, de toute façon, la mâche. Donc, voici mon système. Alors, c'est vraiment le hasard. J'ai eu des collants en promotion. Donc, c'était de la taille 1. Bon, c'est sûr qu'une taille plus grande, ça aurait été mieux. Et donc, voilà. J'enveloppe dans des collants pour que les oiseaux ne me mangent pas les graines. Ce qui me fait très peur avec ce temps-là, vous voyez, c'est l'accumulation d'humidité. On voit les graines, hein, qui sont devenues bien noires ici. Et j'ai peur, c'est le botrytis. Ça fait une moisissure noire. D'habitude, on le voit à partir de septembre ou octobre. Donc septembre, souvent, c'est dans les champs, c'est à ce moment-là où ils récoltent. Parce que eux,
Déjà, il faut qu'ils attendent hein, que la partie arrière soit devenue suffisamment sèche, mais pas trop non plus pour récolter, parce que si on attend trop, après les graines tombent par terre. Et puis les oiseaux de toute façon, même à ce stade-là, ils en profitent. Hein. J'ai déjà constaté, c'est pour ça que je mets des collants dessus. Forcément, dans les champs, les agriculteurs récoltent au moment où la plus grande majorité de leur pied de tournesol est arrivée à maturité. Ils peuvent pas attendre que tout le monde soit prêt à être récolté, sinon ils risquent de perdre plus qu'ils y gagnent. Là, le botrytis, hein, moisissure noire. J'ai vraiment peur. C'était en 2021. Les têtes de tournesol que j'avais récoltées un peu plus tard en saison, il y avait le botrytis. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas le nom de la maladie, mais bon, j'avais bien compris que c'était foutu pour les récolter. Donc, en prenant du recul, vous voyez que... Alors celle-ci, j'ai dû mettre un piquet, hein, celle que je viens de vous montrer, parce que avec le poids, hein, les graines, quand elles se forment, ça s'alourdit de plus en plus. Par exemple, là, ça commence à faire pareil. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève ici les pétales, puis je place la tête dans un collant. Et là, celui-là, va falloir que je le fasse. Donc là, c'était le plus facile, c'était le bout du collant. Je me suis dit, je vais le garder pour les plus grosses têtes. D'ailleurs, ça c'est quand même bien élargi. Hein. Celui-là, c'est pareil. Là, ça va être une belle tête aussi, finalement. Au début, j'avais un peu peur. Je me dis, oh, bah, les têtes sont pas si grosses que ça, mais ça continue. Donc, lui, ce pied-là, il a sa copine ici. Là. Et puis, il y en a une troisième. Puis la semaine dernière, qui est apparue, qui a poussé vachement vite d'ailleurs. Ou alors, elle était peut-être toute petite, mais j'avais pas fait gaffe. Et du coup, c'est pas si mal que ça. Et le seul moyen vraiment pour que les oiseaux ne mangent pas tout, c'est de mettre des collants. Donc la tête du collant, peut-être pour les plus grosses... et le bout du collant, là où on met son pied. Collant pour femme. Hein. De toute façon, j'avais le choix entre beige et noir. Je me suis dit, je vais prendre noir, comme ça de loin, je verrai mieux les têtes qui ont déjà été ensachées. Donc là, pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais là, ça va suivre pour certaines autres. Il faut... Alors la partie du milieu, c'est toujours la plus longue. Hein. La dernière est la plus difficile à polliniser, mais souvent ça donne toujours des graines toutes petites et difficilement récoltables en plus, parfois un peu creuses. Mais il faut attendre voilà, que la maturation soit faite le plus possible. Alors des fois je frotte avec mes mains pour essayer d'aider un petit peu juste avant de mettre le collant là. Donc oui, le bout on met le pied dans le collant, c'est la partie la plus facile pour recouvrir. Et après les autres, ce que je ferai, c'est que je ferai des nœuds. Hein, je ferai des nœuds avant... Je ferai des nœuds pour faire le bout du collant, puis j'enfilerai comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet quand même une bonne respiration tout en enfermant les graines. Mais là, le problème, c'est que ouais, avec la pluie, ça reste quand même détrempé. Puis vous voyez, là, avec le poids, là, ça baisse de plus en plus. Et l'autre, il était tombé il y a 2 jours. Donc j'ai mis un piquet pour pas qu'il touche le sol. Hein, parce que alors là, avec la moisissure et tout, si on les laisse coucher par terre, mon Dieu. Donc ouais, ici, on voit des petites apparitions de maladies. Alors là, par contre, je ne suis pas très au fait... pour les cucurbitacées, alors l'oïdium, ça, il n'y a pas de souci, je reconnais. Ça, je sais pas trop. Par exemple, ça, c'est de l'oïdium. Ça, je ne sais pas. Mais bon, un temps comme on a là, ça, c'est sûr, les maladies, c'est une catastrophe. Puis, bah, ouais, mon petit poivron mandarine, j'ai bien peur que cette année encore, ce soit fichu pour voir ce que ça va donner. Bah, il y aurait besoin de plus de chaleur que ça. Hein. Mais ils disent que les poivrons, ils aiment bien l'humidité, ils aiment bien l'eau. On n'aurait pas cru, hein. On serait dit c'est une plante qui aime la sécheresse, mais pas du tout. Et ça en fait c'est normal. Févrole qui deviennent noirs, c'est la couleur à maturité, mais l'an dernier il me semblait que qu'ils étaient devenus jaunes. Enfin, un peu comme les pois et les haricots, quand on les récolte pour faire des graines. Il me semblait pas du tout. C'était comme ça. Bon. Alors les pommes de terre, on commence à avoir du souci là. Mais enfin, pour moi, c'est pas mildiou, je pense plutôt à de l'alternariose, mais de toute façon, vu les conditions climatiques, tout va s'y mettre en même temps, hein, niveau pathogène. Ça me fait plus penser à l'alternariose. Un peu moins dramatique, mais bon, de toute façon, ça reste quand même une maladie. Hein. Et puis, ça fait des graines. Il y a beaucoup de graines dedans. Et ça se mange pas, c'est toxique, hein, je préfère vous le dire. De toute façon, toutes les parties des pommes de terre qui sont en contact avec de la lumière et qui verdissent, il y a un poison dedans, je sais plus le nom, enfin bon. Et donc ça se mange pas du tout, mais ça peut contenir plein de graines. Je sais pas si je vais tenter. J'aurais aimé que ça arrive à maturation, plus que ça, sauf si les pieds sont malades et qu'il va falloir couper tout le verre des pommes de terre. Je me demande si je tente ou pas, mais apparemment en partant des graines, c'est un peu difficile de
d'obtenir des plants de pommes de terre, c'est un peu compliqué. Bon, est-ce que j'ai envie de me compliquer la vie? C'est beaucoup plus simple de replanter des tubercules. Et donc la plupart du temps, donc, quand nos pommes de terre fleurissent, c'est des fleurs qui sont stériles, du fait de la sélection depuis... on va dire que la culture de pommes de terre, c'est depuis... Je crois que c'est depuis 1800, c'est comme les tomates. C'est dans les années 1600 qu'on a découvert aux États-Unis pommes de terre, tomates, mais les gens s'en méfiaient. Ça n'était pas très populaire. D'ailleurs, les tomates ont été longtemps cultivées comme plantes ornementales, mais ça rappelait un peu l'allure de certaines plantes toxiques. La population ne voulait pas en manger. Bon, bref. Et je crois que les pommes de terre, c'est pareil. Au début, c'était pas la grosse folie pour en manger. Et puis d'ailleurs, le mildiou, tout ça. Donc ça a toujours été une pathologie qui existait vers le Mexique, enfin dans cette zone-là aux États-Unis. Ça a été importé en Europe à partir des années 1840. Et depuis, on ne s'est plus débarrassé du mildiou. Et comme j'avais dit la fois dernière, il y a mildiou aérien, mildiou terrestre. Mildiou aérien, c'est la toute première forme qui a fait des ravages vers les années 1840 en Irlande. Sur 8 millions ou 8 millions et demi d'habitants, il y a eu 1 million de personnes mortes parce qu'ils faisaient beaucoup des cultures de pommes de terre. C'est ce qu'il y a de mieux en rendement par rapport à d'autres céréales, par rapport à des céréales type blé, etc. C'est ce qui a le plus gros rendement mètre carré. Donc eux, ils se sont précipités sur cette culture-là. Quasiment que de la monoculture de pommes de terre. Et quand le mildiou a fait des ravages, grosse famine, 1 million de personnes mortes en Irlande. Donc 1/8 de la population quand même. Et depuis, on ne s'est plus débarrassé du mildiou. Et jusqu'aux années 1980, on s'est dit, oh tiens, on est un peu plus tranquille parce que le mildiou était devenu peu virulent. Sauf qu'il y a eu de nouvelles souches qui ont été importées avec les échanges commerciaux, etc. Et là, ça a recommencé, le mildiou aérien est un problème. Et il y a eu le mildiou terrestre, depuis les années 1990, qui est apparu aussi. Et lui, il reste dans le sol, il meurt jamais. Enfin bon, bref. Après, c'est compliqué, hein. Les reproductions du mildiou, il faut plusieurs souches ensemble pour que ça se reproduise, machin, bon bref. Et donc en fait, on s'en débarrasse plus. Depuis les années, surtout 1990, c'est redevenu compliqué le mildiou. Et ils disent qu'il est en train d'évoluer de plus en plus et de s'adapter de plus en plus, donc plus vite que les plantes, hein. Et puis on a du mal à s'en débarrasser, y compris un jour, les traitements, ça va être compliqué à cause des mutations. Enfin, tout va bien, quoi. Donc le bassin, il s'est un peu rempoté quand même. On n'est pas encore arrivé au niveau des pierres, hein. Heureusement, ça s'est rempoté. Alors les haricots, je les laisse faire leurs graines pour récolter. En plus, les haricots verts, moi j'ai plus de graines de ceux-là. Bon, après, c'est ceux qui font plus facilement des fils. Les haricots violets, même les gros, ils en font quand même moins facilement. Et haricots beurre, ça c'est le top du top. Même quand on tarde un peu pour la récolte, ça va, on a quand même pas trop de fils. Ici, c'est les poireaux que mon père m'a donné, les bleus de Solèze qui ont été remis là. Et là-bas au bout, un peu collé serré. Donc on verra bien, d'ailleurs ça sera un test. Mon père me disait que quand il était petit, il y avait un jardinier à côté de ses parents qui mettait ses poireaux super collés serrés. Il les replantait, c'était même pas la taille d'un crayon. Et il repartait très bien, il avait des beaux poireaux. Alors après, est-ce qu'il mettait de la bouse de vache diluée, tout ça, je sais pas. Mais même collés serrés, il mettait des beaux poireaux. Mais après, voilà, par rapport à un semis en pleine terre, je dis, il n'y a pas... un... Bon là, ceux-là, c'est les monstrueux de 40 ans que j'avais... Ceux-là aussi d'ailleurs. J'ai semé en pleine terre que j'avais dépiqué et puis replanté. Il n'y a pas à dire, les meilleurs poireaux, je trouve que c'est ceux qu'on a repiqués. On verra bien, ça sera un test. Voir repiquer, coller, serrer, ce que ça va donner. Et puis on va voir le pied de concombre là-bas. Pathologie aussi, je sais pas exactement. J'en parle pas souvent, hein. Semsemel Mundo ici. Pomme de terre El Mundo, donc une qui fleurit vraiment très à retardement. Sinon ça fait longtemps qu'elles ont fleuri les premières. En fait les premières ont fleuri. Et puis après, je pense qu'il y a des pommes de terre un peu plus à retardement qui ont fleuri un peu plus tard. Oui, je disais, avec la sélection, les fleurs de nos pommes de terre sont souvent stériles. Donc là, il n'y a qu'une variété qui me donne des graines là. C'est malheureusement une variété dont je ne sais pas le nom, à Chère Ferme, qu'une cliente m'a donné. Elle ne savait plus le nom. Elle devait me donner la fameuse... c'est Marabella, je crois, ça fait 2 ans. Mais c'est son frère qui fait des plants de pommes de terre et elle n'a pas pu en avoir 2 fois de suite, c'est dommage. Ça aurait été une pomme de terre, donc déjà résistante aux maladies, puis en plus... à tout usage. Donc autant en usage de pommes de terre à l'eau ou en pommes de terre féculentes pour la purée et les frites. Mais tant pis, il n'y aura pas eu de Marabella, puis c'est tout. Donc c'est une variété que je ne connais pas le nom. Alors c'est dommage si je garde les graines et que je me casse la tête avec, je ne sais pas le nom. Donc là, une pathologie. Donc, je ne sais pas le nom, c'est pas l'oïdium. Donc l'oïdium, il y est aussi. Ça n'empêche pas d'avoir un cumul des deux. Je vois des toutes petites zones avec des taches blanches. Ici, là, c'est flagrant ici.
Ça, je sais pas. Ça fait un peu penser à l'alternariose, comme chez les tomates et les pommes de terre, mais il y a des pieds moins impactés qui me refont des petits concombres. Si j'en ai un là aussi. Mais en fait, c'est les plus vieilles feuilles, toujours les premières feuilles. Après, ça galope vers les plus récentes. C'est toujours les plus vieilles qui sont plus fatiguées, hein, les plus vite touchées. Donc ici, ces salades-là, les cœurs avaient été récoltés, puis c'était resté sur place. Bah, comme ça, quand je les donne après aux poules, parce que là, je vais pas m'embêter avec les graines, je pense, je sais pas. J'ai déjà les grenobloises à éplucher, bon, ça sera déjà bien, je pense. Je sais pas. Après, je peux en laisser peut-être quelques-unes dans un bout, dans un coin qui me gêneront moins. Je sais pas. Les laitues là, les cela, les feuilles sont un peu raies, je pense pas que j'en remettrai. Pathologie aussi, hein, vous voyez, de pourrissement ici quand il y a beaucoup d'eau à la base. Donc je récolterai pas les graines. Ça part pour les poules. Et donc voilà, là elle monte en graines, on a récupéré les cœurs. Et puis, enfin c'est ma mère qui avait cette idée là. Elle dit, oh, bah, tu peux récupérer les cœurs et puis bah, tu laisses les racines en place. Mais je dis, c'est vrai, c'est bien. Comme ça après, si je les donne aux poules, ça continue à repousser. Et puis les poules, elles en profitent. Ou après, on peut manger aussi des feuilles à droite à gauche. Donc voilà, je verrai. Hein. Je sais pas si je fais quelques graines de la dorée de printemps. Bon, chou rave, je vous dis, les altises, les chenilles aussi, de temps en temps. Ça a été un truc compliqué. Donc franchement, si je mange du chou rave, hein, ça sera que quelques boules de chou rave. Hein. Vous voyez les potirons potimarrons? Il est déjà bien gros lui. C'est la variété la plus productive. Pour l'instant, pas trop de pathologie. Hein. Sur les citrouilles. Sur les courgettes coutor, ça va aussi. D'ailleurs, la différence entre les courgettes, donc c'est la même variété coutor. Bon, c'est juste que c'est pas écrit tout à fait pareil selon les semenciers. Bah, la variété que j'ai eue chez Grendel Pays, le cou est beaucoup moins tordu. Et un peu plus jaune clair. Et de graines bokeh, bon, on s'en fout de la taille. Hein. La taille, c'est par rapport au pied, sa capacité à produire des gros fruits. Hein. C'est pas la taille, on s'en fiche. Hein. Ils sont tout à fait capables, l'un comme l'autre, de produire des fruits aussi gros, je pense, en toute logique. Mais plus jaune, hein. Chez graines bokeh, une couleur plus jaune orangée. Et puis le cou tordu. Hein. Là, ça fait vraiment, vraiment cou tord. Hein. Cou tordu, c'est de là d'où vient le nom. Et voilà, j'avais oublié de le dire la semaine dernière, c'était la petite différence entre les deux. J'attendais de voir un peu ce que ça allait donner. Il y a les courges du Mexique, mais en fait tout est un peu entrelacé. Donc j'ai du mal, bon un petit peu d'oïdium quand même, là je vois, mais bon, tant que ça produit, j'ai du mal à voir parce que il y en a, je me suis dit, ah tiens, c'est les courges du Mexique, mais comme c'est mélangé, compliqué. Donc ça par exemple, il y a des petites taches là, mais je l'avais déjà dit, c'est pas de l'oïdium, c'est courge du Mexique qui a le feuillage avec des taches argentées. Mais par contre ça c'est de l'oïdium. Bon. Bah oui, j'en vois ici, mais je dis non, je crois que c'est les potimarrons qui sont venus de ce côté-là. Par contre, butternut, j'en ai vu quelques-unes. Mais bon, c'est jamais ce qu'il y a de plus productif. Alors que là, butternut, au moment de la récolte, je verrai. Hein. D'où viennent les pieds, etc. Pour être vraiment sûr de la variété. Mais butternut, on ne peut pas confondre. Hein. L'allure que ça. Ah, vous voyez bien la butternut là. Donc voilà, cornichons, eux c'est l'oïdium. À fond de train, mais ça fait un moment que ça a commencé. Donc je mets un peu de pulvérisation de bicarbonate, mais le problème c'est que ça s'est délavé à chaque pluie. Hein, donc là franchement, je peux pas vous faire plus flagrant en termes d'oïdium, mais ça n'a pas l'air de perturber plus que ça. Mais après voilà, il aurait fallu avoir un groupe test, mais je pense que ça a fait un peu de bien comme le bicarbonate, que il y a eu à nouveau des feuilles vertes qui sont repoussées. Enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu moins flagadouille, la zone très touchée par l'oïdium. Mais bon. En tout cas, à part le bicarbonate, je peux pas faire grand chose. Donc vous voyez, toujours des cornichons. J'en ai vu un autre, je sais plus où, il faudra que je le récolte pour le mettre dans un bocal. Donc l'alternarios, c'est ça. Ça fait un moment hein, déjà que j'ai ça, 3 semaines à peu près. C'est pas du mildiou, pas encore. Là vraiment, ça ne saurait tarder. Première à produire, joyau de l'Idaho. Bon, à part les tomates cerises bien sûr. Et puis précoce glacier. C'est le chantier. Là, si vous voulez du mildiou, il faut faire exactement comme moi. Hein.
Et je pensais pas avoir des pieds aussi beaux. Enfin, je veux dire aussi verdoyants, et c'est bien la première fois. Alors ça tombe mal, hein. Il peut y avoir presque une trentaine de pathologies qui peuvent toucher vos tomates, hein. Je sais pas si ça vous rassure, mais voilà, on voit un peu de rouge là-bas. Il faut vraiment avoir l'œil, hein. Un peu dur d'accès. Enfin, c'est précoce glacier, ça commence aussi. Et je vous dis, là, la toute première à être rouge, là, j'avais laissé parce que j'aurais pu la récolter. Bon, je vais pas tarder. Ça aide, hein, l'éthylène à faire un mûrissement ailleurs. Par contre, alternariose, normalement le mildiou ça le fait pas, mais bon, je conseille pas de récolter des graines de fruits malades. Sauf que parfois la maladie peut commencer à contaminer le fruit sans que vous vous en rendiez trop compte. C'est que alternariose, c'est une des rares maladies. Donc ça, c'est 100% champignons, c'est fongique, qui peut se retrouver dans les graines. C'est-à-dire que vos graines peuvent être contaminées, il y a un petit peu de vent, par l'alternariose. Donc vous pouvez avoir un gros souci. Le cul noir, chez mes romaines striées, je suis terriblement déçue. Elles l'ont toutes ont le cul noir, donc nécrose apicale. Mais vraiment toutes. Mais alors j'en ai plein. Sur ce pied-là, vraiment, je vous dis, j'ai des grappes de partout. Et elles ont toutes le cul noir. Il n'y a même pas d'exception. Vous voyez, vraiment, elles ont toutes le cul noir. C'est... Ah non, mais c'est une déception terrible. C'est un problème de circulation du calcium. Vous voyez, normalement, c'est des tomates qui sont rouges. Et les rayures que vous voyez vert foncé, ça devient des rayures jaunes. Et donc, soi-disant, hein, la promesse, c'est tomate résistante. Alors, résistante tout court, ça vous dit pas vraiment à quoi, hein. Mais soi-disant productive, même en mauvaise condition de culture. Alors oui, après, il y a plein de tomates sur le pied, je veux bien, mais bon. Résistante, alors, autant la sécheresse que les excès d'eau, etc. Sauf qu'en fait, sécheresse, excès d'eau, ça fait du cul noir. Donc, je suis déçue, hein. Cette variété-là, je vais la lâcher. Tant pis. Mes autres variétés allongées, j'ai pas ce problème. On va en profiter, hein, parce que après, il va y avoir du mildiou. Enfin, disons que voilà, alternariose en comparaison, c'est beaucoup moins virulent et mortel. Mais le mildiou, par contre, ça peut aller de 3 à 6 jours, il n'y a plus rien. Alors, j'ai des belles romas. Des jolis là. Là, ils sont vraiment en taille. Il manque plus qu'à rougir, hein. Et puis, donc là, c'est les romas d'année en année, on récolte les graines. Et puis ici, c'est variété cornue de ma grand-mère. Pas de cul noir, vous voyez. Donc, pourtant, c'est des variétés allongées. Il y a la cream sausage aussi. Variété allongée, c'est comme des petits romas cette fois-ci, et jaunes. Alors, bon, l'an dernier, j'avais constaté un peu de cul noir. Ils sont peut-être un peu moins résistants au cul noir, mais ça a l'air d'aller pour l'instant. Parfois le cul noir ça apparaît uniquement sur les premiers fruits, puis en fait après vous l'avez plus. Les premiers fruits sont un peu plus sujets à l'avoir. Et là voilà, mes tomates cerises grosses. C'était donc des tomates cerises qui étaient, on va dire, le double de taille. Un pied, je sais plus si c'était un pied que j'avais semé ou un semi-spontané. Il y avait eu des tomates qui étaient le double des tomates cerises classiques. Je me suis dit tiens, je vais récolter les graines de celles-là. Et là, c'est encore le double de taille. Donc, je ne sais pas s'ils ont leur taille définitive, parce qu'il faut attendre qu'ils aient la taille définitive pour commencer à rougir. Mais j'aurais voulu récolter les graines des plus grosses. Et puis, après, là, ça me fait déjà des petites tomates grappes. J'aurais pu me créer une variété, quoi. Mais elles sont belles. Il y a des grappes où elles sont encore plus grosses à certains endroits que d'autres. J'ai pas envie de le casser, mais j'attends vraiment que ça mûrisse avant que le mildiou me le tue. Parce que là, par exemple, je vois des tronçons de feuilles. Je vois des tronçons de feuilles ici qui sont un peu noirs, j'ai peur. Je vais me mettre à l'abri du vent, hein. Donc le mildiou, tout va dans ce sens-là. D'ailleurs, oignons et échalotes, est-ce que je vais devoir récolter en urgence? J'attendais que le feuillage vert soit desséché, mais j'ai peur que ça pourrisse, je sais pas. Là, je suis un peu en stress, hein. Donc en fait, quand vous avez une serre ou un tunnel qui protège déjà de la pluie, du ruissellement de l'eau sur les feuilles. Là, on va parler que du mildiou, mais je vous dis, il y a une trentaine de maladies qui peuvent toucher les tomates. Alors bon, bref, la plupart des maladies sont fongiques. Le mildiou, lui, c'est entre l'algue et le champignon. Donc à chaque fois que vous avez un jardinier qui vous dit que c'est un champignon, il est encore à côté de la plaque. C'est entre l'algue et le champignon. C'est un peu à mi-chemin, peut-être un peu plus tourné vers l'algue au niveau de ses besoins en humidité, en eau. 90% minimum d'humidité dans l'air, de la pluie à même les feuilles, ou vous en arrosant, ou bien de la rosée, cumulé à des températures inférieures à 26 degrés. Je disais 25, mais apparemment jusqu'à 26 ça peut le faire. Mais sinon 26 à 30 degrés, le mildiou ça lui plaît pas. 30 degrés et plus, il meurt.
Alors, 32, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des maraîchers, ils mettent pas de produits traitants. Bon, après, voilà, écologiquement, il y a aussi des problèmes, mais ils chauffent leur serre momentanément pendant quelques heures à plus de 30 degrés. Comme ça, le mildiou quick. Donc voilà, c'est cumulé à ça. Quand je vois des jardiniers du Sud oser dire « Ah ben regardez, moi j'arrose le feuillage de mes tomates, ça leur plaît, elles sont belles, machin », bah, la tomate en elle-même, elle s'en fout. C'est pour les pathologies. Et un jardinier qui fait ça alors qu'il a une température de plus de 30 degrés, oui, il peut se vanter, se dire que c'est pas pour autant qu'il a du mildiou. Sauf qu'un autre jardinier qui n'a pas les mêmes conditions météo à ce moment-là, qui a l'idée de faire pareil, il risque d'avoir des mauvaises surprises. Je trouve qu'il y a des jardiniers, comme ils comprennent pas le fonctionnement, ils font pas de recherche, pourtant très connus pour la plupart, ils font pas de recherche. Sur le site de l'INRA, vous avez, enfin INRAE, vous pouvez trouver tous les documents que vous voulez, au moins pour vous informer. Je vais vous mettre le nom scientifique des 2 souches de mildiou principales. Après, il y a des mutations, il y a plein de petites variantes, etc. C'est l'humidité cumulée avec des conditions de température parfaites. Le mildiou aérien, il y a une des phases de son développement. Il attend momentanément. Il a besoin d'une journée où il y a en plus de l'humidité des températures de 13 degrés. Donc ça, il l'a tout à fait la nuit. En dehors de ça, une vingtaine de degrés, le mildiou, il est vachement heureux. Tout est question de température cumulée à l'humidité. Et donc, à part mettre vos tomates à l'abri, pour pas qu'il y ait de l'eau de pluie qui ruisselle, et comme ça, si vous faites un traitement, le traitement ne sera pas délavé. Donc, je rappelle que la bouillie bordelaise, c'est des métaux lourds, le cuivre. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux, du moins en accessibilité aux particuliers. Il y a des produits qui peuvent être encore pires que ça, mais le cuivre, ça marche vraiment. Si le produit n'est pas sans arrêt délavé par la pluie. Alors, il est moins délavé que le bicarbonate, mais il est quand même délavé. Sauf qu'en fait, il y a des dosages stricts à respecter. Les particuliers font n'importe quoi. Il faut respecter exactement le dosage qu'on vous donne. Il ne faut pas faire... je crois que c'est plus d'une pulvérisation tous les 10 jours, je sais plus. Il y a un nombre de pulvérisations donné. Il y a aussi, il ne faut pas s'acharner avec son pulvérisateur pendant 3 heures sur le même plant de tomate. Il faut, quel que soit le traitement, en mettre sous les feuilles. Si vous en mettez juste au-dessus mais pas en dessous, vous n'avez rien compris au problème, puisque de toute façon, il y a des spores qui se mettent sous les feuilles. Même la plupart. Donc en fait, si vous droguez qu'au-dessus, donc il y a des jardiniers qui cumulent un surdosage du produit, qui font, à chaque fois qu'il pleuve, allez hop, ils en remettent une couche, ils en remettent une couche, ils en remettent une couche, et qui en plus reste 3 heures sur le même pied, et le pied c'est un schtroumpf, il est tout bleu quoi. Alors là, voilà. De toute façon, quel que soit... c'est sûr que si vous faites du surdosage, en gros, vous allez polluer votre terre beaucoup plus vite. Mais même en respectant scrupuleusement, ça va s'accumuler en surface du sol, 10 à 15 cm. Forcément, si vous labourez, ça va s'enfoncer plus en profondeur, mais ça ne bouge plus. Le cuivre s'accumule dans le sol, il ne part plus, il ne partira plus jamais, il n'est pas emmagasiné par les plantes, il n'est pas délavé par la pluie, il va rester là et c'est tout. Donc à chaque traitement, imaginez des zones potagères de génération en génération qui sont cultivées. C'est du cuivre, du cuivre, du cuivre qui s'accumule. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas. Mais du coup, ma seule solution, c'est de trouver des variétés qui résistent au mildiou. Alors j'ai un peu peur. Bon là c'est vrai que cette année j'ai quand même... Bon, l'année dernière j'avais fait, mais c'était pas une année à mildiou, mais c'était moi qui n'avais pas trop géré au niveau des arrosages, donc c'était par la sécheresse. C'était un peu plus problématique, c'est au niveau de la sécheresse. Même si on était tranquille en maladie. Là cette année j'avais des beaux pieds et tout. Mais bien sûr, trop collé, serré, tout, c'est pareil, il faut que ça soit aéré. Tout le contraire de ce que j'ai là. Et en fait, parmi mes variétés, j'ai soi-disant des variétés résistantes au mildiou. Et on verra. On verra. S'il y en a qui se démarquent ou pas. Parce que, attention, il y aura des lésions qui seront constatées, des tronçons de la tige qui seront noirs et tout. Le tout, c'est que la plante réussisse à faire à l'intérieur des zones cicatricielles où elle continue à faire circuler sa sève sans faire circuler le champignon jusqu'à ses fruits et quand même les porter à maturité. C'est comme ça qu'on peut avoir des pieds résistants. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de symptômes apparents visibles. Donc le mildiou sur le feuillage, ça va faire des taches noires sèches, mais sans décoloration jaune tout autour. Ça va juste faire des taches noires sèches et puis... les spores, les poches de spores explosent et puis après ça colonise les tiges et c'est comme ça que vous voyez des tronçons de tiges noires. Donc bref, on verra bien s'il y a des pieds qui manifestent une résistance. Pour ceux que ça intéresse, qui dit mildiou dit année 2021. J'ai été voir parce que c'est c'est le seul jardinier que je trouve jusqu'alors qui fait vraiment des recherches super sérieuses. Après, il faut aimer le personnage. C'est vrai qu'il est âgé, il parle lentement et tout. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. Puis il s'est fait des vidéos longues. Là, entre autres, sur le mildiou, c'était 2 vidéos qui faisaient à peu près 3 heures. Bon. C'est Didier Potager du Paresseux. Et il donnait des noms de variétés de tomates reproductibles. Là, c'est pas des hybridés fins.
et qui serait résistante au mildiou. Donc c'est Filamina, je crois. Bon, ça c'est dur à trouver, c'est plutôt sur des sites allemands. Parce que lui, il est pas loin de la frontière allemande, tout ça, bon bref. Mais par contre, sur Cocopelli, j'en ai trouvé, c'est Legend et Matt's Wild Cherry. Enfin, ça veut dire tomate cerise sauvage de Matt. Donc ça, le dernier, c'est des tomates cerises. Mais les tomates cerises, tout comme les autres variétés, peuvent être atteintes par le mildiou. Vous pouvez vouloir avoir des tomates cerises malgré le mildiou aussi. Hein. Et Legend, par contre, c'est des tomates un peu plus classiques. Donc j'essaierai, je pense, de les avoir pour l'année prochaine. De toute façon, mes romaines striées, je vais arrêter parce que là, le cul noir, c'est pas la peine. Je suis très déçue, mais c'est comme ça, faut être réaliste. Hein. Faut que j'abandonne les variétés qui ne vont pas pour en prendre d'autres à la place. Et j'essaierai pour l'année prochaine. Déjà là, on verra peut-être cette année. J'espère qu'il y a au moins une variété qui arrivera à s'en sortir. Mais là, voilà, je voulais vous filmer un peu les tomates parce que peut-être que d'ici la semaine prochaine, ça sera l'hécatombe déjà. Et ouais, c'est dommage. C'est seulement là, ça y est. Là, tout est en train de rougir. On avait déjà eu du retard parce que des nuits fraîches en début de saison. Ça rougit, puis finalement, on risque de tout perdre. Pour le traitement bicarbonate, pour les dosages, c'est 1 cuillère à café bombée pour 1 litre d'eau. Donc bombé, hein, vous faites vraiment, vous avez votre cuillère de bicarbonate, ça fait vraiment bien bomber. Pour 1 litre d'eau, et puis quelques pulvérisations. Donc vous pouvez faire un pchit de savon noir, un pchit de liquide vaisselle, mais le liquide vaisselle c'est très moussant et c'est ce qui fait l'accroche du produit. Vous inquiétez pas, c'est lessivé par les pluies, etc. Le seul souci c'est en serre. En serre, il faut vraiment bien lessiver votre sol, de manière générale de toute façon. Hein. Bien lessiver votre sol, c'est plus compliqué. Y compris les jardiniers qui... Ah oui alors, parce qu'on utilise le bicarbonate alimentaire. Là, c'est ce que je verrai l'année prochaine, pour le bicarbonate de potassium, qui a exactement les mêmes effets que le bicarbonate de sodium, sauf que le potassium sera utilisé, emmagasiné par les plantes, il sera réutilisé, alors que le bicarbonate alimentaire, vous regardez dans les ingrédients, c'est du bicarbonate de sodium. Sodium égale sel. Alors attention, pas trop d'excès, mais ça sera lessivé par les pluies hivernales. Mais si vous faites en serre, c'est quand même compliqué de reproduire la nature et de lessiver le sol comme une saison hivernale le fait naturellement. Donc c'est plus compliqué. Mais voilà, à choisir pour un effet équivalent. C'est mieux le bicarbonate de potassium, mais il y a très peu de chances que vous l'ayez en magasin. Il faudra que ça soit sur internet. Et j'essaierai plutôt pour l'année prochaine. Donc ça c'est le traitement le plus naturel, qui sera lessivé par les pluies, il n'y a pas de résidus dans le sol, c'est pas toxique pour la vie du sol, etc. Si vous faites pas n'importe quoi non plus. Mais le problème c'est que voilà, c'est très peu d'accroche sur... c'est le liquide vaisselle qui permet ça, mais c'est un tout petit peu de liquide vaisselle, hein. C'est pas un drame du tout. Mais ça sera lessivé par les pluies. C'est le seul truc, le seul petit coup de pouce que vous pouvez avoir. Sinon, en décoction naturelle, donc c'est le site de l'INRA qui en parle lui-même. Hein. Donc c'est pas des ondits de jardinier, c'est des décoctions à base d'ail. Par contre, pour la recette, je sais pas. Donc c'est avec de l'ail frais, hein, vous faites des décoctions. Mais voilà, pour la recette, s'il faut faire chauffer, combien de temps il faut faire tremper et tout, regardez sur internet. Décoction à base d'ail contre le mildiou. Voilà, puis voyez ce qu'il vous raconte si vous voulez faire ça. L'ail, ça marche. Il y a vraiment une substance dans l'ail qui ne plaira pas à la plupart des maladies fongiques. Donc mildiou, c'est pas une maladie fongique, mais il y a un mode de reproduction similaire. Et vous avez ça aussi. Traitement à base d'ail si vous voulez pas utiliser de bicarbonate. Et encore moins de bouillie bordelaise. Mais bouillie bordelaise, ça marche vraiment. Hein. Sinon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je trouve que... Enfin, je sais pas. Les maraîchers, on peut pas trop leur en vouloir parce que eux, ils vivent de ça. Ils peuvent pas se permettre autant que nous d'avoir des catastrophes dans leur récolte et tout. Mais je trouve qu'en tant que particulier, si on peut éviter de céder à des produits qui sont prouvés hein, comme étant mauvais, surtout que nous en tant que particulier, on a tendance à faire n'importe quoi. Puis c'est pareil, le délai entre le moment où on va asperger de bouillie bordelaise, le moment où on va manger des fruits et tout, on va se retrouver aussi avec du cuivre dans l'assiette. C'est pas uniquement dans le sol où ça va pas. Et puis vous le voyez, quand vous pulvérisez, que vous avez vos tomates, nettoyer des tomates cerises, c'est compliqué. Vous avez des taches bleues sur vos fruits, vous avez du mal à le nettoyer à la main, et encore ça c'est que les particules visibles. Bah ouais, vous bouffez du cuivre, puis après dans le sol, ça ne partira plus jamais, c'est quand même... Mais ça marche, ça fonctionne. On peut pas en vouloir aux maraîchers, hein, par contre, hein, parce que pour l'instant, il y a des produits qui sont encore pires que ça. Hein. C'est ce qu'ils ont de moins pire dans ce qui fonctionne. Mais voilà, bon, j'essaie de trouver d'autres solutions, je mise vraiment... J'espère sur la résistance de certaines variétés. Et attention, les variétés hybrides, il y en a qui sont dépassées, qui sont obsolètes. Par exemple, Fandango, bah, c'était déjà obsolète l'an dernier quand j'avais essayé, mais bon, j'avais eu tout un tas de problèmes. Mes parents, par contre, c'est la deuxième année où ils en mettent. Oh, on est content de Fandango. Je dis, attends, 2022, c'était pas une année mildiou, tu peux pas comparer. Et là on va rentrer dans le dur pour constater quelle plante est résistante ou pas. Et Fandango, c'est dépassé.
des souches de mildiou qui arrivent à le décimer. C'est plus ce qu'il y a de mieux en termes d'hybride, mais rien n'empêche de commercialiser ces graines. Hein. Donc on continue à vous faire croire que c'est des hybrides résistants. Mais Fandango, par exemple, entre autres, ils sont dépassés. Il faut voir, faire des recherches sur des hybrides, pour ceux qui veulent, hein, des hybrides F1 qui ont été travaillés vraiment au niveau des résistances qui ont été vraiment induites par la recherche, mais qui ne seront pas des semences reproductibles. Il faut vraiment rechercher celles qui sont au dernier cri de la science, quoi. Donc en variété reproductible, facilement accessible, que je vais essayer, je pense, ça sera Legend et puis Mats Wild Cherry, et puis du coup, quitte à passer une commande sur Cocopelli, parce que l'an dernier c'était Grain del País, que j'avais épluché le catalogue de tomates, ben, je regarderai un peu ce qu'ils ont. Puis je sais pas, je verrai si je teste d'autres variétés, puis si j'arrive à avoir des avis ou pas, c'est pas toujours évident, s'il y a d'autres variétés qui seraient peut-être résistantes. Donc moi je vise vraiment sur la résistance des tomates, mais le problème c'est que le mildiou, hein, depuis les nouvelles souches importées, alors surtout depuis les années 90, ben, les pieds de tomates sont en difficulté pour réussir à avoir des, comment dire, des mutations dans leur ADN. Ça c'est très dur, parce qu'en fait, pour avoir des résistances, la sécheresse, trop d'eau, etc., ou à certaines maladies, ce qu'un pied de tomate peut faire, bon, je parle des pieds de tomate, mais toutes les plantes, ils peuvent taire certaines parties de leur ADN pour favoriser certains tronçons de leur ADN qui va leur être favorable pour lutter contre certains problèmes. Mais pour qu'une mutation s'inscrive dans l'ADN et soit vraiment retrouvable de génération en génération, c'est compliqué. Et on ne sait pas encore les mécanismes. On voit que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des caractéristiques de résistance qui se retrouvent, une année pour l'année d'après, mais dire que ça se retrouve les années suivantes, non. Donc, par la sélection des graines, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, je vise, j'espère, parce que c'est ce qui est le plus arrangeant, de trouver des variétés qui arrivent à lutter contre les maladies, mais voilà, c'est le mildiou arrive tellement à évoluer que les plantes ont du mal à évoluer aussi vite que lui. Et puis, on verra bien. Puis si vous avez des noms de variétés, par exemple sur Cocopelli, Grain del País ou autres, que vous avez testé, que vous trouvez plus résistantes que les autres au mildiou, n'hésitez pas à le partager aussi, pour qu'on sache un petit peu. Mais là, cette année, ça va être, je pense, comme 2021, une année assez révélatrice des variétés qui résistent le plus. Bon, puis la semaine prochaine, on pourra peut-être déjà faire certains constats. Allez, à plus.